Bienvenue sur ce webinaire qui est consacré au logement en copropriété. Donc, on va aborder les bonnes raisons de rénover en 2022 et donc aborder tous les changements qu'il y a pu y avoir récemment autour de cette thématique. Alors, pour commencer, on va faire une petite présentation de nos structures, voilà, présenter un petit peu qui on est et qu'est-ce qu'on propose. Ensuite, on abordera le contexte et les évolutions réglementaires, donc l'évolution des prix des énergies, le DPE, qu'est-ce qui a changé, pourquoi se lancer dans une rénovation énergétique et enfin un petit point un petit peu technique sur le plan pluriannuel de travaux. Il y aura ensuite une dernière partie sur le parcours d'une rénovation énergétique en copropriété, donc les acteurs, les financements, aides financières et également notre rôle d'accompagnement pour vous aider à mener ce type de projet. Alors, commençons par la présentation de nos structures. Nous sommes des plateformes de la rénovation énergétique et nous sommes répartis sur le territoire. Moi, Alexandra Hubert, je fais partie de la Maison Énergie Habitat Climat et on intervient sur les territoires du Pays d'Aix et du Pays Salonnais. Il y a ma collègue Rosita Amat qui interviendra un petit peu plus tard dans le webinaire, qui elle fait partie de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise et qui interviennent sur les territoires qui sont sur la carte en bleu, la métropole marseillaise, le territoire de Martigues, les territoires d'Aubagne et de l'Étoile également. Et notre rôle, c'est d'être un tiers de confiance qui va être neutre et gratuit. On va avoir le rôle en fait de service public de la rénovation énergétique et on va accompagner les projets de rénovation, les particuliers qui sont en copropriété, mais également les professionnels qui peuvent intervenir sur ce type de projet. Sachant que je n'ai pas abordé, mais il y a aussi sur le territoire d'Istres-Ouest-Provence, il y a une autre structure qui répond également. Et sur l'ensemble du département, il y a également l'ADIL des Bouches-du-Rhône qui est constituée de conseillers qui vont avoir une expertise notamment juridique et financière. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, mais l'ADIL sur les questions notamment juridiques et fiscales, également financières en partie, et nos deux structures, l'ALEC et la Maison Énergie, sur de l'accompagnement, sur la mobilisation des aides financières, mais également sur la mobilisation des copropriétaires autour d'un projet commun de rénovation et une expertise technique et de gestion de projet. Maintenant, je vais aborder la première partie sur le contexte actuel et les évolutions réglementaires récentes. Tout d'abord, sur le contexte. Le contexte d'évolution des prix de l'énergie et notamment, principalement, d'augmentation de ces prix. Il faut savoir que les prix des énergies augmentent depuis de nombreuses années, avec récemment, avec les actualités récentes, une augmentation qui est d'autant plus accrue. Là, on a mis des graphiques en fonction des types d'énergie. Alors, si on regarde un petit peu, on a certaines énergies, notamment les énergies fossiles, qui vont, de un, être caractérisées par une certaine volatilité des prix et des prix qui sont liés aux évolutions du baril de pétrole. L'électricité qui augmente de façon constante depuis de nombreuses années et le bois qui, lui, augmente légèrement, mais de façon quand même un petit peu moins importante. On a un contexte marqué par une hausse d'énergie globale et il faut savoir que les estimations sur le futur prévoient une augmentation encore constante et importante du prix de toutes les énergies, d'où l'importance de réduire nos consommations énergétiques. Alors, la grande nouveauté qu'il y a eu en 2021, c'est la loi climat et résilience, qui a été publiée au journal officiel le 24 août 2021 et qui a instauré un certain nombre de nouvelles obligations réglementaires, de nouvelles contraintes réglementaires qu'on va commencer à aborder juste après. La première de celles-ci, ça va être le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Qui a été modifié et sa nouvelle version est applicable depuis le 1er juillet 2021. Le DPE, l'ancienne version du DPE avait un certain nombre d'écueils et il y a eu une volonté de partir sur
quelque chose à la fois de plus fiable. Donc, il y a une nouvelle méthode de calcul dans ce DPE. Il y a également une disparition en fait, de tout ce qui était DPE vierge ou DPE sur facture, qui posait des problèmes en fait, en termes tout simplement de précision. Sur les DPE vierges, on n'avait tout simplement pas d'étiquette énergétique. Donc là, il y a eu vraiment un travail sur le nouveau DPE où on ne va plus avoir ce type de cas. Vous allez forcément avoir un classement énergétique. Il y a eu beaucoup de travail sur la pédagogie aussi, la lisibilité de ce document, qui ne parlait pas forcément beaucoup aux gens. Donc là, c'est une présentation qui va être simplifiée, qui va être plus visuelle. Et qui va permettre de mettre en avant certains indicateurs sur, par exemple, le confort d'été, d'identifier un petit peu plus facilement si l'isolation est bonne ou mauvaise. Donc voilà, il va y avoir des indicateurs comme ça qui vont apparaître. Et également une ouverture, ce qui n'était pas le cas auparavant, une ouverture sur la réalisation des travaux pour commencer à se projeter dans l'action. Et une des conséquences de la nouvelle méthode de calcul, c'est que ce nouveau DPE va prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'était déjà le cas avant, mais cette fois, ça va pénaliser davantage en fait, les logements qui vont être fortement émetteurs de gaz à effet de serre, donc principalement ceux qui vont être chauffés au gaz ou au fioul, qui vont voir en fait, leur étiquette énergétique dégradée par rapport à ce que c'était sur l'ancien calcul. Autre information importante, c'est que ce DPE devient opposable. Donc, en fait, l'opposabilité du DPE, c'est une valeur juridique qui va permettre donc aux locataires ou dans le cas d'un achat au nouvel acquéreur de demander réparation si il y a une différence importante entre le calcul présenté dans le DPE et finalement, par exemple, si un autre professionnel venait faire un autre calcul et qu'il y avait une différence, là, ça poserait problème. Donc, en fait, le but de ça, c'est vraiment d'avoir des DPE qui sont plus précis, et en tout cas, qui ne laissent pas de place, enfin, moins de place en tout cas, à des approximations qui pouvaient amener à des classes énergétiques qui finalement étaient faussées. Après, bon, on reste basé sur des hypothèses et des estimations, mais voilà, il y a une volonté de donner plus de poids, en tout cas, à cet outil-là. Donc, ce qu'instaure la loi climat et résilience, ça va être notamment l'obligation de réaliser un DPE collectif pour les copropriétés, donc, dont le permis de construire a été déposé avant 2013. Donc, cette obligation, elle va être progressive. Donc, dès janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots. Donc, au 31 décembre 2024, donc fin 2024 pour les copropriétés entre 51 et 200 lots. Et pour les copropriétés les plus petites, ça sera d'ici fin 2025. Donc voilà, donc ça, c'est une obligation assez importante qui arrive pour la copropriété. Alors, voilà. Et donc, une autre conséquence qui est directement liée au DPE, c'est qu'on va avoir de plus en plus donc, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, mais une pénalisation des logements les plus énergivores ou les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et une chose qui a été modifiée, en fait, c'est les conditions de décence d'un logement. Donc, pour tous les bailleurs qui ont des logements en location, il va y avoir une interdiction progressive de la mise en location des biens en fonction de leur étiquette énergétique. Donc, comme on peut le voir, en fait, les étiquettes, donc dès aujourd'hui, les étiquettes F et G du DPE sont considérées comme des passoires thermiques. Donc, voilà, des bâtiments, des logements qui vont consommer énormément d'énergie. Et donc, dès 2022, il y a un gel des loyers sur les logements qui ont ce type de DPE. Donc, une impossibilité d'augmenter les loyers annuellement comme c'était possible auparavant. Et petit à petit, donc à partir de 2025 déjà, il va y avoir une interdiction de mise en location donc pour les logements classés G en 2025. En 2028, il y aura également les logements classés F qui seront concernés. Et en 2034, on arrivera jusqu'à la classe E. Donc finalement, en 2034,
on n'aura sur le marché de la location, en théorie, que des logements classés A, B, C ou D. Donc voilà. Alors, il faut savoir qu'il y aura certainement certains cas de dérogation, surtout quand on arrivera sur des classes énergétiques plus performantes. Je pense notamment aux bâtiments qui sont vraiment classés pour le patrimoine historique ou des choses comme ça. Mais voilà, la plupart des copropriétés où il y a des leviers d'action devront passer en mode travaux, en mode rénovation pour pouvoir continuer à bénéficier de l'allocation de leurs biens, mais aussi ça entraîne également un impact sur la valorisation du bien, parce que voilà, même si on n'est pas propriétaire bailleur en tant que propriétaire occupant, eh bien finalement cette réglementation, elle a quand même un impact sur la valorisation du bien, et on le voit, il y a des études notariales qui ont montré que voilà, plus le bien est mal classé au niveau des étiquettes énergétiques, plus il pouvait être pénalisé de ce point de vue-là. Donc la conclusion de tout ça, c'est pour ne pas être pénalisé à la fois par le contexte actuel qui entraîne des augmentations de coûts de l'énergie, mais aussi par les réglementations, ça serait d'aller vers une rénovation énergétique de son bien. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Rosita, qui va vous présenter notamment les raisons de partir sur une rénovation énergétique. Bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, comme disait Alexandra, donc Rosita Amat, je suis conseillère à l'Agence locale de l'énergie et du climat sur la mission copropriété. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a énormément de raisons pour rénover une copropriété, mais en premier lieu, comme on vous présente ce soir, c'est justement anticiper les futures réglementations thermiques, mais aussi, bien sûr, on arrive vers les périodes estivales, améliorer son confort, c'est pas que améliorer au niveau du confort thermique l'hiver, mais vraiment se soucier aussi du confort d'été. Il y a aussi l'importance de valoriser son patrimoine, bien sûr aussi contribuer à la réduction du gaz à effet de serre, mais aussi, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est grâce à une rénovation optimisée et performante, on va aussi réduire nos factures d'énergie à l'année. Donc, cette démarche d'un programme de rénovation peut permettre aussi une démarche collective et mettre aussi en cohésion une interaction au sein de la propriété. Du coup, pour continuer dans la suite du coup, de ce que prévoit la loi climat résilience, bon, elle prévoit aussi un plan pluriannuel de travaux. Je pense que peu de personnes n'ont entendu parler de ce terme, qui est issu quand même de la loi 1965. Quand même. Le plan pluriannuel de travaux n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, le décret est à venir et on va le mettre en place. Donc, il arrive progressivement pour des copropriétés, des grosses copropriétés de plus de 100 lots au 1er janvier 2023, entre 51 et 200 lots en 2024 et pour les copropriétés de moins de 50 lots au 1er janvier 2025. Alors, ce sera pour les copropriétés construites de plus de 15 ans, comprenant des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. Ça veut dire que s'il y a aussi un pied d'immeuble des commerces, vous serez concerné. En fait, ce plan pluriannuel de travaux, il va vous donner une visibilité de travaux collectifs sur 10 ans. En fait, c'est comme si vous intégrez dans un carnet d'entretien. Donc, il va permettre aussi de garantir la pérennité de la santé du bâti et aussi flécher et valoriser les gains énergétiques réalisables par poste de travaux et de la copropriété ensuite. En fait, les attentes du plan pluriannuel de travaux, il permettra aussi de mettre en lumière une estimation des coûts des travaux. Donc ça va être intéressant de voir ça, mais en le proposant dans le cadre d'un échéancier, donc, et mettre en priorité les postes de travaux prioritaires. Le syndicat de copropriété va être invité à missionner un professionnel pour réaliser ce plan pluriannuel de travaux.
Ce professionnel doit avoir une qualification RGE, reconnue garant de l'environnement. Et la loi aussi prévoit de renforcer comment on va financer ces travaux. Elle va prévoir aussi le fonds de travaux qui est aujourd'hui mis en place, mais elle le renforce d'une manière différente. Elle va mettre 2,5%, un taux de 2,5% pour la valeur du montant de travaux estimé à l'issue du plan pluriannuel de travaux, ou, et ça sera à voir ensemble dans un cas de figure, ou 5% de charges, où vous choisirez de voter le fonds de travaux à un taux de 5% qui constitue les charges du fonctionnement de la copropriété. Donc ça, c'est à voir. Ce plan pluriannuel de travaux va être inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale et donc sera amené à être voté, bien sûr. Un petit rappel sur le fonds de travaux. On se rappelle bien que le fonds de travaux que vous constituez pour la copropriété, au compte du syndicat de copropriété, il est prévu pour des travaux importants pour la copropriété, des travaux, et aussi il est prévu aussi pour faire appel à des prestations intellectuelles. Donc voilà pour le plan pluriannuel de travaux. Mais comme on a dit en début de présentation, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et avec nos autres conseillers au sein de l'ALEC, on va recueillir toutes ces questions on prendra un temps d'échange à la fin de la présentation. Donc, tous ces éléments qu'on vient d'aborder avec vous, forcément, il y a une réglementation qui évolue en notre faveur, en la faveur d'une copropriété. Il y a aussi des aides financières qui sont prévues au niveau national à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on connaît pour les aides actuelles. Et aujourd'hui, pour vraiment préciser et amener une réflexion réelle et adaptée à votre projet, si l'on parle de plan pluriannuel de travaux, on va vous parler de plan de travaux étape par étape. Mais aujourd'hui, forcément, il est préférable de partir sur des travaux avec un programme de travaux, avec un programme de travaux global. Donc, l'ALEC et la MEC, depuis quelques années maintenant, on a mis en place un dispositif d'accompagnement de projets de travaux. Donc, cet accompagnement, se comporte en 3 étapes. Donc, première étape, c'est une préparation, et cette préparation permet d'enclencher une dynamique au sein de la copropriété. Elle permet aussi d'étudier vraiment le besoin de la copropriété et vers quelle étude elle va se pencher, parce que forcément, dans la deuxième étape, pour mieux cadrer ce projet, il vous faut faire réaliser une étude, soit un DPE collectif, mais bon, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, donc soit un audit énergétique, soit un DTG. Donc, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le PPT, le plan pluriannuel de travaux, bien évidemment, il va s'appuyer sur ces études-là. Donc, forcément, il faut le préparer en amont pour préparer ce programme de travaux. Donc, notre dispositif, il est fait de manière à vraiment sensibiliser toutes les personnes issues du projet et les premiers, les personnes les plus intéressées. Donc, ça, c'est vous qui mettez en place le projet. Derrière, il y a des organes, donc le syndicat de copropriétaires, de copropriété. Quand vous êtes bien organisé, il y a un conseil syndical qui est formé avec un président de conseil syndical. Et bien sûr, la copropriété est représentée par un syndic. Là, c'est toujours, il faut rappeler que toujours vous êtes les décideurs du projet. Ensuite, il y a différents acteurs. On a parlé tout à l'heure de prestations intellectuelles. Donc, vous allez avoir des bureaux d'études, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des prestations, des maîtrises d'œuvre qui vont être en interaction tout le long du parcours de rénovation, suivant ce que vous souhaitez faire. Donc nous, l'ALEC aussi, nous sommes un acteur de confiance pour vous orienter, vous amener à bien, à appréhender, à cadrer l'étude et aller vers les professionnels et s'entourer de professionnels le plus efficace. Parmi les acteurs
que vous pouvez aussi solliciter, c'est des organismes de banque. Parce que quelque part, vous allez avoir besoin de ces organismes-là. Vous avez aussi, vous pourrez faire appel aussi à des assurances, vous en allez avoir besoin. Donc, tout ce qui est listé sur les différents acteurs, ça va être tous ces acteurs que vous allez croiser tout au long d'un projet de travaux. Donc, ce qui est important à cibler aujourd'hui, c'est que l'ALEC mène ce projet d'accompagnement des copropriétés depuis 10 ans maintenant. Donc, ça a fait ses preuves et nous sommes toujours un accompagnement. Cette mission est portée par une mission de service public sous le nom aujourd'hui de France Rénov', que vous connaissez certainement. Et de fait, notre accompagnement est neutre et gratuit. L'idée aussi, c'est de pouvoir aussi, pendant l'accompagnement du projet, vous donner pouvoir vous apporter des éléments d'information sur aussi l'interaction avec les futurs acteurs. Vous allez solliciter donc la plateforme territoriale de la rénovation que portent la LEC et la MEC et la Maison Énergie Habitat Climat ont la possibilité de vous faire parvenir des listes de professionnels, que ce soit des artisans, des bureaux d'études ou autres. Donc voilà en gros, la possibilité de comment on peut, de quelle manière on va pouvoir vous accompagner au mieux et le plus adapté à votre projet. Ce qui est intéressant aussi de voir par rapport à l'évolution de la réglementation, c'est OK, on vous parle d'un plan pluriannuel de travaux qui va permettre d'avoir une vision globale des futurs travaux à faire, mais là encore, en fonction du projet que vous allez mettre en place et dans le parcours de rénovation, on va vous aider à comprendre, à essayer d'amener le projet le plus efficace au niveau de l'approche des raisons pourquoi rénover, c'est justement travailler sur l'amélioration du confort. Donc forcément, si on travaille sur un projet global, vous allez pallier au problème de l'enveloppe du bâti, du problème, une solution vers les équipements de chauffage et aussi des équipements de la ventilation. Mais vous allez vous y retrouver aussi sur le confort, bien sûr, et bien sûr, comme on disait tout à l'heure, sur la réduction des charges instantanées. Donc ça, c'est dans le cadre d'une rénovation globale qui, certes, l'investissement est beaucoup plus important, mais il y a beaucoup plus d'aides, comme vous le voyez sur cette slide. Et il y a une aide qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, MaPrimeRénov' peut être mobilisée dès lors que vous lancez une rénovation globale. Donc, la rénovation globale est identique à une économie d'énergie à hauteur de 35%. Vous avez aussi les aides des C2E. Ça, c'est la rénovation globale. Dans le cas de figure où la copropriété souhaite partir une rénovation par étape, il y a une aide qui est aujourd'hui les C2E. Et ça, encore une fois, on vous rappelle, étape par étape, ça veut dire que si on prend le cas de figure de réaliser l'isolation par l'extérieur, vous allez déjà pallier à un certain confort et après, quelque part, peut-être le faire dans l'année qui suit, prendre un autre poste de travaux. Mais ça, justement, c'est vraiment toutes les informations qu'on vous amène à réfléchir et on vous invite à se rapprocher de nos services pour justement étudier et cadrer et adapter votre projet à vos besoins et aussi, bien sûr, comme on a parlé tout à l'heure, on l'a bien évoqué, forcément, dans le parcours de rénovation, on va se soucier en premier lieu de la santé financière, par exemple, ou la santé technique, santé du bâtiment, si vraiment il y a des soucis. Tout ça, ça sera préparé en avant de vous faire partir vers une étude ou cadrer une étude qui ne serait pas appropriée. Donc, l'idée, c'est de vraiment être en amont, en interaction avec les organes de la copropriété, comme on en a parlé tout à l'heure, les membres du conseil syndical, le syndic et également les copropriétaires si les personnes souhaitent se mobiliser.
Donc voilà, à l'écran, là, vous voyez apparaître nos lignes directes de chaque structure. Vous allez peut-être aussi vous dire, est-ce qu'on peut appeler France Rénov? Alors, pour toute information, France Rénov a un numéro unique, mais c'est le numéro national, qui va vous renvoyer, vous orienter vers un numéro local qui s'appelle Allo Rénov Énergie. Et donc, c'est nous, en fait. Que ce soit France Rénov ou le numéro local Allo Rénov Énergie, c'est nous. Donc, pour aller plus vite, c'est les numéros qui s'affichent sur l'écran. Donc, vous pouvez retenir pour nous solliciter. Donc, voilà, on est peut-être un peu vite, mais justement, l'idée, c'est de peut-être faire une présentation sommaire pour pouvoir prendre un temps d'échange et répondre à vos questions. Donc, voilà, je repasse la main à Alexandra. Oui, donc tout à fait. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a des questions sur la discussion déjà? Alors, moi, j'en ai pas vu, j'ai juste... Non. 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 Donc, n'hésitez pas à écrire vos messages. Alors, voilà, on peut la lire à haute voix, vas-y. Comme oui. ça, on peut répondre à ce... Donc, si j'ai bien compris... Oui, pardon. Donc, Florence Kerr, si j'ai bien compris, pour obtenir la prime Rénov, il faut que tous les travaux qui permettent l'économie de 35% soient effectués d'un coup. Donc oui, en effet, pour ma prime Rénov, il faut un bouquet de travaux qui permettent d'atteindre 35% d'économie d'énergie. Donc en effet, ça va être en une étape. Donc c'est une des contraintes qui est imposée par cette aide financière-là. C'est le cas également de l'aide des C2E qu'on a abordée tout à l'heure en version globale, qui est aussi très intéressante, mais elle va être de la même façon pour des projets qui vont faire des économies d'énergie conséquentes en une étape. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Rosita. Ou... Oui, ben justement, ce projet-là, comme on disait tout à l'heure, il se calibre en fait. 35% de gain énergétique, il va se calculer, il va être issu de l'audit énergétique, sinon il ne sera pas aussi recevable par rapport aux aides. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est l'audit qui va déterminer avec un calcul réglementaire bien précis. Donc, pour cela, il y a ces éléments à préparer. Ensuite, il y a aussi le fait, ma prime Rénov conditionne aussi à mettre en place une AMO, une assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un prestataire que vous devez solliciter. Et bien sûr, tous ces éléments-là, une fois que, si on revient sur le parcours de rénovation, si tu peux te mettre sur la slide du parcours de rénovation, oui, tout à fait. Ça va vous montrer un petit peu les étapes et surtout aussi vous faire valoir qu'on a besoin de travailler sur une préparation du besoin, d'aller vers les prestataires adaptés pour faire réaliser un audit énergétique. Et tout ça aussi, c'est toujours conditionné par une AG. Forcément, quand vous avez constitué votre futur projet et que vous souhaitez partir faire réaliser une étude, vous allez solliciter minimum 3 professionnels pour obtenir 3 devis et après le soumettre à votre assemblée générale, au vote. Donc ça, c'est la partie, l'étape 2. Donc, une fois que vous avez fait réaliser l'audit énergétique, forcément, cet audit énergétique va vous restituer un rapport. Et dans ce rapport, il y aura un programme de travaux, plusieurs programmes de travaux, au moins un minimum au minima, et un deuxième, un programme de travaux, voire un programme de travaux qui optimise les travaux à hauteur de BBC, bâtiment basse consommation, donc un programme de travaux forcément à 35% de gain énergétique. Donc là, on est sur l'étape 2. Voilà, on n'est pas encore de savoir. Et après, là, vous prenez le choix de partir sur un programme de travaux à ce stade-là. Et là, à ce niveau-là, vous pourrez évaluer l'estimation et évaluer aussi les aides que vous allez pouvoir obtenir et aussi le reste à charge et de quelle manière on va le financer.
Donc voilà, Oui, on va peut-être répondre à d'autres questions, mais on va revenir sur des précisions si vous avez besoin. oui, Donc tout à on a fait. d'autres questions qui sont venues. Oui, là, on a donc Christophe Lacher qui nous demande, dans une copro constituée de plusieurs bâtiments, la rénovation d'un seul bâtiment peut-elle être envisagée pour ma prime rénov'? Alors, du coup, oui. En fait, le calcul qui va être pris en compte, il va se faire par bâtiment. C'est quelque chose qui est important d'ailleurs. Donc, si vous faites 35% sur un des bâtiments, ça sera bon. Et d'ailleurs, si jamais les bâtiments ne sont pas identiques ou si, par exemple, un bâtiment a isolé sa toiture et l'autre non, finalement, ça sera peut-être plus difficile ou plus facile d'arriver aux 35% sur l'un ou l'autre des bâtiments. Donc en fait, c'est ça. Soit on a une copropriété qui, voilà, qui fait un programme de travaux sur tous ces bâtiments, mais il faut bien que chacun des bâtiments individuellement fasse 35%. Oui, Oui, pardon, j'allais juste te c'est dire ça. à savoir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'étude énergétique. Il faut savoir que si jamais vous aviez un audit énergétique qui avait été réalisé avant, bien souvent, ce qu'il arrive, c'est qu'il y a une nécessité de mettre à jour cet audit quand on se lance dans le projet de rénovation, parce qu'il faut vraiment que ça soit la situation au temps T qui soit retranscrite. Donc, c'est-à-dire que si entre-temps, vous avez fait des petits travaux où il y a des choses qui ont changé, l'audit, il faudra le mettre à jour pour qu'il soit valable pour, voilà, pour le calcul de ma prime rénov'. Après, moi, je souhaite rajouter aussi le fait de, faudrait avoir une précision aussi dans votre cas s'il y a un chauffage collectif. Si y a un chauffage collectif, c'est moins intéressant de faire un bâtiment par bâtiment parce que ça va pénaliser les autres bâtiments. Et moi, dans ce cas-là, j'incite et j'invite vraiment à travailler global parce que quelque part, c'est une économie d'échelle aussi. Parce que quelque part, si vous avez, je ne sais pas combien de bâtiments vous avez, mais s'il y a 4 ou 5 bâtiments, forcément, vous allez faire une économie d'échelle pour les autres, de mettre, mutualiser l'échafaudage, mutualiser aussi les coûts, parce que quelque part, ça va être de cette manière-là que ça va être fait. Donc, il faut voir avec vous les raisons pour lesquelles on partirait que sur un bâtiment. Voilà. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que donc, par rapport à ça, donc, les programmes de travaux n'ont pas besoin d'être strictement identiques. Ça peut arriver qu'il y ait des différences entre voilà, entre les bâtiments, mais c'est vrai que l'objectif, au mieux, ça serait d'embarquer toute la copropriété dans le projet, bien sûr. Du coup, on avait ensuite Henri Buscarini qui nous demande: Bonjour, quelles sont les autres conditions de ces aides? Quel pourcentage du montant des travaux ces aides peuvent-elles représenter? Alors, je vais peut-être retourner sur la slide sur les aides et ce qu'on avait. Voilà. Alors, c'est vrai que là-dessus, on n'a parlé que du pourcentage d'économie d'énergie. Alors, dans les conditions, il faut notamment que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Donc ça, en général, si vous avez un syndic professionnel, c'est souvent lui qui le fait. Voilà, c'est une des démarches à réaliser. Il faut que la copropriété soit constituée à minima de 75% de lot d'habitation principale. Donc bailleur ou non, mais en tout cas, voilà, s'il y a une majorité, par exemple, de résidences secondaires, là, ça pourrait poser problème. Et ensuite, en fonction, alors après ça, en fonction du taux d'impayé qu'il peut y avoir dans la copropriété, il pourra y avoir différents dispositifs. Voilà, pour les copropriétés qu'on dit fragiles notamment, donc qui ont un taux d'impayé qui est élevé, il y aura des dispositifs qui permettront un soutien financier supplémentaire en fait pour aider ces copropriétés en particulier. Donc voilà, et donc le montant, en tout cas sur ma prime rénov copropriété, le montant il est de 25% du montant des travaux. Donc c'est quand même une aide qui est conséquente, qui est plafonnée à 3 750 € par logement. Donc c'est une aide qui est collective. Donc en fait, c'est le syndicat des copropriétaires qui va recevoir cette aide-là, qui sera ensuite redistribuée aux différents copropriétaires selon les tantièmes de chacun. Et comme on a abordé, puisque c'est un petit peu le même principe, les certificats d'économie d'énergie en rénovation globale, c'est également une aide collective. Alors là, je n'ai pas un pourcentage à vous donner, mais c'est une aide qui peut également être importante. Après, elle va dépendre vraiment des travaux que vous allez réaliser. Donc,
voilà, c'est pour ça que le pourcentage n'est pas fixé. Mais celle-là aussi, voilà, c'est une aide collective qui, de la même façon, ne dépend pas. En fait, l'avantage de ça, c'est que ça ne va pas dépendre ni des revenus ni du statut des copropriétaires. Donc, que vous soyez bailleur ou occupant, que vous soyez à revenu intermédiaire, élevé ou modeste, vous aurez le droit à cette aide-là. Après, il y a des dispositifs qui permettent pour les revenus les plus modestes d'avoir quand même des aides supplémentaires, des bonus supplémentaires. Mais voilà, déjà, tout le monde y a le droit. Voilà, Rosita, je ne sais pas si tu voulais compléter ou si… Non, mais je pense que tu as tout dit au niveau des aides. Je regarde. Alors, les primes rénov individuelles dépendaient des revenus. Ah voilà, donc j'ai répondu avant de voir la question. Mais du coup, voilà, donc en fait, aujourd'hui, sur la copropriété, il ne va plus y avoir, à part cas particuliers, par exemple de caisse de retraite, mais il ne va plus y avoir forcément d'aides individuelles qui vont dépendre des revenus. Les aides collectives sont éligibles à tout le monde. Et après, comme je disais, c'est juste des compléments, des bonus pour les ménages aux revenus les plus modestes. Il y a une question aussi qui a été loupée. C'est les audits énergétiques coûtent très cher et les prix varient fortement en fonction des sociétés sollicitées. Donc là, les audits énergétiques, l'avantage, c'est surtout, il faut faire minimum 3 devis. Donc, c'est sûr que ça coûte très cher. Mais en fonction du programme de travaux que vous souhaitez partir, vous ne pourrez pas en déroger, en fait. Parce que quelque part, cette étude, cet audit énergétique va vous amener restituer la réponse de votre gain énergétique et c'est réglementé. Et c'est sous condition de cet élément-là que vous pourrez obtenir l'aide de MaPrimeRénov'. Mais ensuite, là encore une fois, dans le cadre de notre accompagnement, on peut vous aider à cadrer la mission à cadrer la future étude que vous souhaitez faire. Donc, pour la cadrer, on va aussi vous travailler avec vous les besoins et le cahier des charges réel. Donc, il y a une base, une audit énergique comprend une base. Mais suivant le cas de votre copropriété, si c'est une petite copropriété, 3 fenêtres Marseillais, forcément, les prix seront sûrement moindres qu'une grosse copropriété en chauffage collectif. Mais là encore une fois, on peut vous aider à cadrer cette étude, vous fournir des listes de professionnels, de bureaux d'études, et ainsi vous aider à analyser les devis que vous allez recevoir pour les soumettre à votre futur AG. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'audit énergétique, c'est un vrai outil de décision, d'orientation. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des arguments chiffrés quand on va présenter le projet en AG ou en réunion d'information à tous les autres copropriétaires. Parce que c'est vrai que surtout avec ces 35% d'économie d'énergie, finalement, si on arrive en AG et qu'on n'est pas sûr, qu'on se dit, ces travaux-là, peut-être qu'ils font 35, peut-être pas, parce que c'est sans calcul énergétique, c'est très difficile d'estimer. C'est vrai que d'avoir les données chiffrées derrière, ça permet de prendre une décision beaucoup plus facilement. Oui. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu précisément à vos attentes? Parce que n'hésitez pas à reposer une question, on est là. Hein. On est là pour répondre. Voilà, oui, c'est ça, n'hésitez pas. Je vous ai remis sur la slide avec nos contacts, si jamais vous voulez aussi nous envoyer soit des questions par mail, soit par téléphone. Suivant le territoire que vous êtes, vous avez bien vu notre territoire. Oui. Donc, pour rappel, la maison énergie Habitat Climat est sur Aix et Salon, le pays salonnais. Et là, nous, l'Agence locale d'énergie du climat, on est sur le côté de la métropole sud. Alors, on a une autre question. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de chauffage préconisé? Sauf erreur de ma part, il y a une loi qui oblige les logements neufs à être au gaz. Donc, ce qui s'est passé, en effet, c'est la RE 2020. Alors, en fait, elle n'oblige pas vraiment les logements neufs à être au gaz, mais en fait, indirectement, c'est ça, c'est que elle va pénaliser de façon importante dans les calculs en fait qui sont faits les logements émetteurs de gaz à effet de serre, donc notamment le gaz. Donc, en effet, sur le neuf, ça va être très compliqué de partir là-dessus. Alors,
il ne va pas y avoir une réponse unique. C'est vrai que ça va vraiment dépendre de votre copropriété. C'est pour ça qu'on vous invite en fait à nous contacter en dehors de ce webinaire pour qu'on étudie vraiment votre projet. Ça peut être un appel téléphonique où voilà, on va prendre les informations et voir en fonction de votre copropriété ce qui peut être préconisé. Parce que c'est vrai que ça va dépendre déjà si vous êtes en chauffage collectif ou en chauffage individuel, de quelle source d'énergie vous partez aujourd'hui et quels sont vos souhaits pour la suite. Donc voilà, après, dans ce qui se fait, bon, ben, on a les chaudières gaz voilà, qui peuvent être encore installées en remplacement notamment des chaudières fuel, par exemple, quand on est sur du chauffage collectif. Après, il peut y avoir d'autres solutions comme du bois ou des pompes à chaleur, mais là, ça va vraiment être au cas par cas. Sur du chauffage individuel, on va avoir moins de possibilités, mais il peut quand même y avoir des leviers. Voilà, ça dépend vraiment du cas de votre copropriété. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voyez que votre projet doit prendre en maturation. Il n'y a pas de souci. Nous, on peut prendre le premier contact avec vous, étudier votre cas et après vous proposer une réunion d'information au sein du conseil syndical. Donc, ça peut être intéressant aussi. Interagir et après avec aussi le représentant de syndic. Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors par contre, il y a des aides pour passer au gaz lorsqu'on est au collectif fuel. Alors, en fait, disons que comme on le disait sur les aides financières aujourd'hui, c'est un gain énergétique qui est attendu. Le type d'énergie ne va pas forcément être imposé, dans le sens où si aujourd'hui vous avez une chaudière fuel ancienne et que vous passez sur une chaudière gaz à condensation, donc récente, mais qu'avec ça, vous faites aussi donc, des travaux d'isolation, peut-être d'isolation des murs, d'isolation de la toiture, voilà, que vous travaillez sur un projet global, il est possible que votre projet il atteigne 35% d'économie d'énergie, sans pour autant avoir besoin de passer par voilà, une énergie renouvelable. Donc voilà, il n'y a pas une aide spécifique pour passer au gaz. Ça va être le projet global en fonction de ses économies d'énergie. Mais le gaz aujourd'hui sur de la rénovation énergétique, il est pas, voilà, ça va pas être forcément non au gaz. Ça va être les économies d'énergie du projet au global. Et je vois une autre question sur un AMO doit-il être RGE, pardon. Alors pour l'AMO, ce n'est pas une qualification RGE. Donc pour revenir, donc là, juste pour ceux qui ne sachent pas, donc l'AMO, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va être obligatoire dans le cadre de ma prime rénov copropriété. Donc, c'est un prestataire qui va aider sur le montage des dossiers d'aide financière, sur le volet administratif et social. Et donc, ce n'est pas une qualification qui est RGE. L'AMO, il faut qu'il soit référencé en fait auprès de l'ANA, donc, qui est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui est voilà, l'organisme qui verse ma prime rénov. Donc, il faut en fait que l'organisme soit référencé pour proposer cette mission-là. Donc, encore une fois, là, nous avons une liste pour vous fournir ces prestataires qui sont référencés auprès de l'ANA, auprès de la direction départementale du territoire et de la mer. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, à n'importe quelle étape de votre projet, finalement, vous pouvez prendre contact avec nous. Et nous, notre rôle, ça va être aussi de voir à quelle étape vous en êtes et comment on peut le mieux vous aider. Même si vous êtes déjà avancé, que vous avez déjà des devis peut-être d'AMO ou de prestataires, eh bien, on est là pour vous aider à les analyser. Parce que le cas de figure aussi important, même si vous ne souhaitez pas partir sur un programme de travaux ambitieux, que vous partez sur un poste de travaux par étape, il faut savoir aussi qu'il y a des conditions pour aller aller chercher des C2E. Il ne faut pas signer le devis juste avant que... Voilà, il y a des éléments importants à ne pas faire pour éviter de perdre vos aides. Donc, tous ces éléments-là, on peut les échanger ensemble dès que vous avez le projet en tête.
Alors, il y a une autre question. Cet AMO qui va, selon le projet, définir les besoins du prestataire, Archi et BET. Oui, l'AMO, comme le disait Alexandra, sa prestation, c'est sur le volet, il va être sur le volet social, sur le volet d'ingénierie financière et sur le volet technique. Forcément, il va vous aider à finaliser, optimiser le programme de travaux le plus adapté. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que notre conseil, ça va être en fait finalement de passer par nous au plus tôt dans votre projet. Et notre rôle, ça va être aussi, comme le présentait Rosita, de vous présenter les différents acteurs qui peuvent intervenir sur votre projet et lesquels vont être nécessaires ou pas nécessaires. Et après, voilà, si l'AMO fait partie de ces prestataires qui sont nécessaires, voilà, il interviendra dans le projet. Après, il faut savoir que si vous êtes parce qu'il peut y avoir des projets qui ne sont pas dans le cadre des aides financières qu'on a citées et où l'AMO n'est pas forcément obligatoire. On accompagne également ces projets-là. Voilà, on peut ne pas être dans les conditions des aides financières et avoir quand même des projets qui sont intéressants et ambitieux. Tout à fait. Les CET, je ne sais pas ce que c'est le CET. Donc, vous pouvez préciser votre question. Ouais, ça ne me parle pas non plus. Ou c'est C2E peut-être? Ah, je sais pas. Hein, C2E ou BET, peut-être? Oui, donc c'est les C2E. D'accord. Oui, bien sûr, les C2E sont mobilisables, tout à fait. Oui, en fait. Au titre de la copropriété. Oui, c'est ça. En fait, pendant longtemps, il y a eu des C2E, on va dire au poste par poste. Donc, on isolait la toiture, on avait le droit à un montant de C2E. Voilà, on changeait la chaudière, on pouvait avoir un montant de C2E. Aujourd'hui, ces C2E par poste, ils existent toujours, mais ils sont quand même moins intéressants financièrement que la nouvelle prime C2E rénovation globale, où là, on peut vraiment arriver sur des montants qui sont très intéressants. Donc voilà, après, ils dépendent du projet, en fait, en fonction de si vous quittez le fuel, si vous allez vers des énergies renouvelables. Là, pour le coup, si vous allez vers des énergies renouvelables, ça sera d'autant plus valorisé. Voilà, il y a un certain nombre de critères qui peuvent entrer en compte. Après, si vous êtes dans le cadre de ma prime rénov et des C2E en rénovation globale, donc là, vous aurez certainement un AMO. Et comme le disait Rosita, son rôle à l'AMO, ça va être aussi de vous faire un plan de financement détaillé et de vous mettre en face quel montant de C2E vous allez avoir, quel montant de ma prime rénov et quel reste à charge finalement. Donc voilà, avoir le vrai coût. Voilà. Au début, on sera sur l'estimatif et petit à petit, on sera sur du réel pour avoir le vrai coût des travaux, aide financière déduite. Alors, donc on a une question. Est-il possible d'anticiper des travaux avant de réaliser un projet MaPrimeRénov' ou cela est-il déconseillé? Alors, par anticiper, je suppose que c'est par exemple faire donc des travaux avant, donc par exemple isoler une toiture, puis ensuite partir sur un projet MaPrimeRénov'. Vous me direz si c'est bien ça. Isolation de comble, ok. Voilà, isolation de comble. Justement, c'est un cas intéressant, ce que vous proposez. C'est justement, si vous faites l'isolation de comble, ça peut peut-être pénaliser votre votre programme de travaux ambitieux, parce que peut-être le fait que vous avez déjà réalisé votre isolation de comble, le programme de travaux que vous allez mettre en place par la suite va peut-être pas atteindre 35% de gain énergétique. Donc, c'est peut-être c'est pas dit, je veux dire, je sais pas de quelle manière après vous souhaitez partir. Je connais pas votre copropriété, je connais pas du tout le mode de chauffage, mais tout ça, on peut le voir, on peut en discuter, savoir si, parce que je suppose que vous avez besoin d'isoler vos combles parce que, comme on a parlé du confort d'été, ça serait anticipé pour éviter, et ça c'est une action de travaux qui se fait
relativement rapide et au moins vous palliez aux problèmes de cet été, et vous avez raison. Et en parallèle, vous avez raison aussi de l'évoquer, en parallèle, ça peut aussi vous pénaliser pour un gros programme de travaux qui va vous faire peut-être déjà diminuer le gain énergétique puisque vous aurez déjà réalisé cette action de travaux. Donc voilà, donc tout ça, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter ou suivant votre territoire, la Maison Énergie Habitat Climat ou nous-mêmes. Comme ça, on peut en discuter et on peut vous guider au mieux à éviter que ça évite vraiment à vous faire perdre des aides et Oui. qui est quand même pas négligeable aujourd'hui avec l'investissement que l'on met dans le cadre d'une rénovation de travaux. Nous, on a des projets qui sont réalisés depuis quelques années maintenant. Et on se rend compte aussi qu'on comprend bien l'inquiétude d'une copropriété, puisque quelque part, l'investissement est je dirais, assez conséquent. Donc là aussi, on n'est pas là, nous, comme on a dit, notre service d'accompagnement et notre conseil, il est neutre et surtout aussi, il est surtout là pour vous rassurer aussi, on ne vend rien. Voilà. Alors, du coup, sur la suite, donc on a si la prévision est inférieure à 35% d'économie d'énergie, y a-t-il quand même une aide MaPrimeRénov', même si elle est moins importante que les 25%? Alors, pour MaPrimeRénov', c'est vraiment, il faut faire au minimum 35% d'économie d'énergie. C'est vrai que les dispositifs aujourd'hui, ils sont construits comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont être quand même ciblés sur un type de copropriété. Donc voilà, des copropriétés qui vont être des années 60, 70, 80. Voilà, qui ont un état énergétique qui leur permet de faire des gains assez facilement. En chauffage collectif, c'est également plus facile. Si vous ne faites pas les 35% d'économie d'énergie, vous aurez donc pas MaPrimeRénov' copropriété, vous pourrez avoir un petit peu de C2E, mais c'est vrai que les montants d'aide vont être beaucoup moins importants et beaucoup moins intéressants. Après, malheureusement, il y a des copropriétés où c'est le cas, où c'est compliqué. Et notamment, on l'abordait tout à l'heure, des copropriétés qui ont peut-être déjà fait des rénovations par poste, qui ont déjà isolé la toiture, qui ont déjà calorifugé les réseaux, des choses comme ça. Et donc là, c'est d'autant plus difficile d'atteindre 35% d'économie d'énergie. Malheureusement, voilà, c'est la barre qui a été fixée. Et donc là, je vois juste après, est-ce qu'il s'agit des travaux dans le commun ou dans les appartements? Donc, c'est vraiment les travaux sur partie commune qui sont concernés. Et éventuellement, il peut être possible d'intégrer ce qu'on appelle les travaux privatifs d'intérêt collectif. Voilà, comme par exemple, ça peut être le cas des menuiseries. Mais voilà, là, c'est des cas un petit peu plus particuliers. Il faudra rentrer dans le détail. C'est vrai que de façon globale, on est plutôt sur des travaux collectifs. Alors, les matériaux biosourcés sont-ils favorisés? Alors, justement, dans notre conseil, forcément, on va vous donner des explications et des approches techniques sur le déphasage de matériaux biosourcés, voire matériaux avec matériaux LN2R ou autre. Donc, quelque part, forcément, nous, ce que l'on conseille tout le temps dans le cadre de l'installation d'une isolation, par exemple, des combles ou de la toiture, forcément, on tend vers des matériaux biosourcés pour obtenir un déphasage plus intéressant. Un déphasage, c'est l'idée de travailler avec le déphasage se calcule en fonction du moment où le rayon de soleil intervient au niveau de la toiture et qui traverse votre matériau isolant. Il va avoir un déphasage entre 3 heures ou voire 12 heures. Donc forcément, le déphasage de 12 heures est plus intéressant parce qu'il va arriver vers la chaleur va arriver dans vos appartements, de logements vers la tombée de la nuit et vous avez possibilité de prévoir une ventilation nocturne. Donc, ces éléments-là, des valeurs ajoutées des matériaux, nous, on vous les conseille de cette façon-là. Après, forcément, aujourd'hui, tout matériau d'isolant a
a une importance intéressante pour pallier au pont thermique et à trouver un confort autant en hiver que l'été. Mais, Oui. mais sont-ils favorisés dans le sens d'aide? C'est vrai que ce serait intéressant qu'on oriente un peu plus aujourd'hui et on favorise un matériau biosourcé et qu'on mette des aides financières sur ce sujet. C'est une bonne question. Donc nous aussi, parmi notre rôle de l'Agence locale de l'énergie et du climat, sachant qu'il y en a nos services sont couverts sur toute la France et toutes ces questions-là, on les fait remonter au niveau national. Donc, c'est une question que je ferai remonter aussi. Je crois qu'elle a déjà été demandée, mais c'est totalement légitime de poser cette question. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que du coup, au niveau aide financière aujourd'hui, ça va pas va pas y avoir un impact sur les aides financières sur les matériaux biosourcés, voilà, ce qui est dommage. Après, il y a clairement d'autres critères, d'autres arguments qui peuvent favoriser les matériaux biosourcés. Et dans la suite, on avait une question sur combien faut-il de tantièmes pour que les travaux soient lancés. Les personnes âgées ne veulent pas faire de travaux. Alors, c'est la règle de la copropriété, donc c'est vrai qu'on est sur des âgés. Le nombre de tantièmes, en fait, ça va être en fonction des majorités qui va être nécessaire d'avoir. Voilà. Donc, en fait, ça va dépendre aussi de à quelle phase vous êtes. Sur les phases d'études, donc notamment si vous partez sur la maîtrise d'œuvre ou de l'AMO, on est sur l'article 24. Donc, c'est la majorité des présents et représentés lors de l'AG. Et pour le vote des travaux, donc là vraiment, une fois qu'on a les devis travaux pour lancer les travaux, il me semble qu'on est sur l'article 25. Donc là, on est sur de la majorité absolue. Donc il faudra prendre le nombre de tantièmes et il en faudra 50%, donc plus 1, pour avoir la majorité. Donc voilà, ça dépend aussi finalement, en tout cas sur l'article 24, des personnes qui vont se déplacer aussi en AG, parce qu'on peut voir sur certaines AG qu'il n'y a pas forcément un grand nombre de copropriétaires qui se déplacent. Après, c'est vrai que sur le vote des travaux, ça reste la loi de la majorité. Voilà, donc il faut. Après, comme l'expliquait Rosita tout à l'heure, hein, mais notre but, c'est aussi de mobiliser les copropriétaires, donc de réussir à sensibiliser même ces publics voilà, qui peuvent a priori être moins intéressés par la rénovation énergétique, bah, de leur présenter aussi des arguments. Aujourd'hui, il y a, alors notamment, on peut parler de valorisation du bien qui peut intéresser des personnes sur la succession. Il y a des emprunts collectifs qui peuvent permettre, même pour des personnes âgées, de payer voilà, leurs travaux sous forme d'emprunt sur 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est quand même un argument de choix pour des personnes voilà, qui pensaient ne pas pouvoir faire d'emprunt. Sur l'emprunt collectif, ça peut être possible. Et du coup, une dernière chose aussi, il y a un nouveau dispositif qui est le prêt avance rénovation, il me semble qu'il s'appelle comme ça. En tout cas, il y a un prêt hypothécaire qui a été développé. Alors, c'est encore tout nouveau, donc il n'est pas forcément encore opérationnel sur la copropriété, mais c'est quelque chose qui est en cours de montage, qui a pour but en fait de ne payer finalement le prêt que soit au moment de la succession, soit au moment de la vente du bien. Donc ça permet de ne pas supporter le coût des travaux, le montant du prêt au moment des travaux. Donc ça peut aussi être une solution. Oui, du coup, enfin, là, parmi la question, on comprend que c'est un blocage et on peut comprendre aussi d'une personne âgée, mais le fait qu'on peut leur ramener un plan de financement avec l'investissement, le reste à charge, le moyen de financement, le discours n'est pas le même. Parce que le blocage, il commence ça se dénoue un petit peu. Voilà. Tout à fait. Alors, oui, donc dans la suite, faites-vous des interventions sur site pour expliquer vos prérogatives, pardon, mot difficile à prononcer, et l'intérêt de réaliser des travaux d'isolation auprès des copropriétaires. Donc c'est quelque chose qu'il est possible. Voilà. En fait, c'est comme on disait, en général, le parcours, c'est que le premier échange, il va se faire souvent par téléphone ou par mail, déjà pour comprendre un petit peu le contexte. Et après, tout à fait, si le projet le nécessite, si vous partez sur une rénovation globale, nous, en général, on se déplace sur les lieux de la copropriété. Voilà, on sait que c'est compliqué. Ça peut être compliqué de déplacer les gens.
On est aussi disponible le soir parce que voilà, on sait que sur les horaires de la copropriété, les gens travaillent, etc. Donc, on peut tout à fait faire des réunions d'information sur les lieux de la copropriété à 18h par exemple, pour expliquer tout ça, échanger tout ça. Donc, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on disait au départ dans le parcours de la rénovation. L'étape préparation, c'est enclencher une dynamique. Pour enclencher une dynamique, notre façon de travailler avec vous, c'est en premier une réunion d'information et de vraiment étudier avec vous les besoins de chacun. Et les besoins de chacun, c'est aussi pouvoir faire connaissance avec l'organisation de la propriété, d'avoir vraiment les tenants et les aboutissants de votre santé financière, santé du bâti. Et après, forcément, là, on vous a parlé de tout ce programme de travaux, des aides. Mais aujourd'hui, au cas par cas, on pourra aussi flécher avec vous peut-être éventuellement peut-être les problématiques qui pourraient bloquer et vous aider à les débloquer et étape par étape avant de vous lancer sur le programme de travaux qu'on vous parle depuis tout à l'heure. Parce que l'idée, elle est là, c'est d'enclencher une dynamique, mais aussi cadrer ce programme de travaux sans vous apporter un projet de travaux qui ne sera pas faisable ou viable pour n'importe quelle raison. Et ça, on en discute ensemble dès lors de la première rencontre. Oui, en fait, le plus gros de notre travail, finalement, il est beaucoup sur l'amont. C'est ça, que ça soit la mobilisation, le contexte de votre projet, le cadrer, vous orienter vers les professionnels. En fait, finalement, une fois que votre projet il est lancé, que vous avez peut-être un AMO, peut-être un maître d'œuvre, alors on est toujours présent, parce que c'est quand même important, mais c'est vrai que notre rôle, il va être un petit peu plus limité, parce que voilà, vous avez des professionnels compétents qui vont pouvoir vous accompagner. Donc voilà, notre rôle principal, il est vraiment sur l'amont aussi. En tout cas, petite parenthèse, mais c'est satisfaisant d'avoir des échanges comme ça qui sont très intéressants. Voilà, c'est vrai que sur les webinaires copropriété, ça nous est arrivé d'avoir moins de personnes présentes et moins d'échanges. Donc là, c'est très satisfaisant. Ouais. Du coup, c'est assez intéressant, oui, tout à fait. Si vous voulez qu'on rajoute quelques petits points, n'hésitez pas. Nous, on est là encore à votre écoute. Ou si vous avez besoin, nous appeler directement, n'hésitez pas aussi. On prendra au cas par cas toutes vos questions. On va attendre encore quelques minutes, voir si on a des questions supplémentaires. Et moi, je pourrais rajouter juste un petit élément, c'est de dire, faut le savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, cette présentation, elle est vraiment consacrée sur l'évolution réglementaire. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une évolution réglementaire, mais à un moment donné, quand il va y avoir l'obligation, quand une obligation arrive, forcément, les aides vont être arrêtées. Je vous donne l'exemple de l'audit énergétique qui a été réalisé, qui devait être réalisé avant 2012. Ben dès lors qu'en 2012, l'audit énergétique réglementaire pour les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage collectif, donc forcément, vous pouvez bénéficier d'une aide, mais dès lors que l'obligation est arrivée, ben, l'aide s'est arrêtée parce que quelque part, c'est anticipé. C'est vraiment anticipé, donc forcément, on est en train de dire que le parc immobilier français consomme et justement est très déperditif au niveau CO2. Et donc, quelque part, on va progresser là-dessus et amener une réflexion sur d'obtenir un parc immobilier beaucoup moins énergivore et beaucoup plus confortable. Donc, quelque part, aujourd'hui, mieux aller vers des aides qui sont existantes aujourd'hui que peut-être il n'y en aura plus. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, voilà, merci pour vos questions. Comme on le disait, n'hésitez pas à nous recontacter. On fait également régulièrement ce type de webinaire sur d'autres thématiques. Et puis voilà, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Bon, très bien, je vous propose de clôturer. Donc, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire.
Et peut-être à bientôt, Peut-être à très bientôt. lors d'accompagnement. Voilà, bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée.